Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Un quart d'heure consacré ce soir alors, à la vaste question de l'immobilier, de l'investissement immobilier dans un environnement complexe. Je ne vais pas dire négatif. Il y a effectivement des aspects négatifs avec la remontée des rendements obligataires, la hausse des taux, comme on dit, qui peut être un frein et un vent contraire important pour l'investissement immobilier. Face à ça, il y a quand même peut-être d'autres vents encore porteurs, ne serait-ce que la dynamique de flux et l'arbitrage que font les épargnants aujourd'hui face à une masse d'épargne qui reste sans doute mal placée, en tout cas à des rendements réels négatifs. Guillaume Arnaud est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique, le président du directoire de Sofidy. Guillaume, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je pose un petit peu le cadre. On parlera des vents contraires, de la hausse des taux, effectivement, hausse des taux immobiliers. On se demande si ça fonctionne bien ensemble, mais je voulais pas qu'on néglige quand même les forces de soutien pour la classe d'actifs immobiliers, si on la considère comme ça, à travers la dynamique des flux. Face à une épargne en masse, en France en tout cas, je disais qu'il reste mal placé, en tout cas qui reste placé à des rendements réels aujourd'hui très négatifs. Et effectivement, je pense que ce qui est toujours important, c'est de se remettre un petit peu dans un contexte un peu plus macro, c'est où est l'épargne des Français aujourd'hui. Et la Banque de France, depuis des années, sort des chiffres tous les trimestres. Et donc aujourd'hui, vous avez près de 6 000 milliards détenus par les Français. Donc c'est l'épargne financière. Et sur cette épargne financière, on s'aperçoit qu'il y en a 1 600 milliards dans le fameux placement préféré des Français, qui est le fonds en euros de l'assurance vie. Et il y en a aussi à peu près 1 100 milliards qui sont sur des livrets, livret A, livret d'épargne et autres. Et donc, ces 2800 milliards aujourd'hui tournent à environ 0,5-1% selon les placements. Alors, certes, ces placements sont soit garantis par l'État, comme le livret A, garantis par les banques, comme les comptes à terme, ou garantis par les assureurs, comme le fonds en euros. Mais aujourd'hui, quand votre épargne tourne à 0,5 et 1% et que l'inflation, on parle de 4, de 5%, voire plus, eh bien, il y a un problème, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, votre épargne s'est érodée. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on voit bien dans les problématiques des épargnants, c'est de dire, mais qu'est-ce que je fais et comment puis-je me débrouiller pour que mon argent, avec un risque mesuré, me rapporte au moins ou presque autant que l'inflation. Parce que toute cette épargne, elle n'a pas vocation non plus à être totalement disponible tout de suite, immédiatement. C'est quand même la logique du livret A. Mais il y a une partie de l'épargne du livret A qui est plus que de l'épargne de précaution d'une certaine manière. Et effectivement, donc là, on regarde le rendement de cette épargne. Et c'est là où, effectivement, on est peut-être aujourd'hui amené à réaliser des arbitrages importants. C'est ça Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché qui s'appelle la pierre papier, qui existe depuis près de 50 ans. Alors les premiers produits s'appelaient des SCPI, puis on a des OPCI, des SCI, mais à la fin, tous ces fonds, ce sont des boîtes dans lesquelles vous investissez et avec cet argent, les sociétés de gestion achètent des immeubles qui procurent un rendement et ce rendement est rendu aux épargnants. Et certes, vous n'avez pas la garantie en capital que vous avez sur les autres produits, mais ces classes d'actifs aujourd'hui vous rapportent entre 4 et 5%, bon an, mal an, ce qui ressemble beaucoup plus au taux de l'inflation que les taux dont j'ai parlé précédemment. Et donc aujourd'hui, on voit bien les flux, nous en tant que société de gestion, Sofidy, on voit ces flux, donc ces épargnants qui se disent, tiens, si je mettais une petite partie de mon épargne de précaution, alors il faut toujours évidemment garder l'épargne de précaution, mais il y a toujours une surabondance d'épargne de précaution. Si j'en mettais un petit peu sur cette classe d'actifs, et pour vous donner un peu quelques ordres de grandeur des flux, le marché de la pierre papier aujourd'hui, c'est seulement 120 milliards. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 milliards dans les SCPI, 20 milliards dans les OPCI et 20 milliards dans les SCI. Donc vous avez à peu près 120 milliards. Je viens de vous parler d'un marché qui, lui, est plutôt de l'ordre de 2800 exactement milliards. Donc il suffirait que 5% de ce stock viennent sur le marché de la pierre papier pour le doubler. Donc ce que je veux vous dire, c'est que cette situation de marché fait qu'il va y avoir des flux que des sociétés comme la nôtre qui vont collecter environ 1 milliard d'euros cette année vont devoir acheter 1 milliard d'euros d'immobilier. Et ça va donc soutenir le marché de l'immobilier. Et ça, Guillaume, c'est un vœu, ou une anticipation que vous faites. Vous êtes convaincu que oui, il y aura de l'arbitrage et que oui, une partie de l'épargne non productive,
en termes de rendement financier va se retrouver dans des classes d'actifs alors un peu plus risquées, mais qui restent mesurées en termes de prise de risque. Et on sait que l'épargnant est quand même généralement averse au risque. Ou est-ce qu'il y a déjà un constat d'une accélération de ces arbitrages? Oui, on sort quand même, et on n'en est pas sorti, hein, comme vous le savez, de crises majeures, que ce soit la crise du Covid qui a quand même impacté les locataires, hein, puisque de nombreux locataires ne pouvaient plus accéder à leurs locaux. Là, on se retrouve avec une crise ukrainienne, et quand bien même on peut parler d'un environnement quand même un petit peu stressant, eh bien, les Français trouvent le temps de se reprojeter et de réinvestir dans l'immobilier. Ouais. Au premier trimestre, par exemple, la collecte est de près de 4 milliards d'euros sur cette classe d'actifs pierre-papier. Donc, on voit bien les flux arriver, et donc ce qui soutient ce marché. Donc, vraiment, cette partie flux vraiment soutient, je trouve, le marché immobilier tertiaire. Et qui oblige effectivement les gestionnaires à déployer cette épargne dans l'acquisition d'immeubles. Hein. Donc, c'est cette dynamique de flux qui soutient les prix de marché. Face à ça, évidemment, il y a le grand vent contraire de la remontée des rendements obligataires. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut dire du lien, d'ailleurs, entre les performances de la classe d'actifs immobiliers dans une phase de remontée des rendements obligataires? Est-ce que c'est un vent contraire qu'il ne faut pas négliger? Est-ce que c'est, je sais pas, une grosse bourrasque quand même à laquelle il faut faire attention? Alors, c'est une bonne question. Il y a pas beaucoup d'acteurs dans le monde de l'immobilier. Il y en a qui sont plus ou moins impactés par cette hausse des taux. Quand vous êtes dans le monde de la pierre-papier, comme vous collectez beaucoup d'épargne, finalement, vous vous endettez assez peu. Et quand vous vous endettez, comme vous avez beaucoup d'épargne, un levier assez faible, il est assez facile d'avoir des taux assez longs, et bien sûr à taux fixe. Donc aujourd'hui, nos SCPI peuvent être endettés autour de 15 à 20% avec une duration, enfin donc des maturités très longues. Donc j'ai envie de vous dire, la hausse des taux courts pour nous est absolument pas un problème. En revanche, plusieurs acteurs sont impactés par cette hausse des taux. Quand vous êtes dans le monde du marchand de biens, donc des personnes qui vont acheter des biens pour faire des travaux et pour les revendre assez vite, donc, donc là vous avez des financements assez importants, assez courts, et là au moment du refinancement, vous pouvez avoir quelques désillusions si les taux ont pris 150 points de base ces 6 derniers mois, comme c'est le cas. C'est aussi le cas donc, de la promotion immobilière, où vous avez beaucoup d'investissements à faire pour sortir un immeuble dans des temps assez courts. Donc là, vous pouvez avoir des impacts négatifs. Et puis, l'impact le plus important, c'est que l'acheteur final, j'ai envie de dire le primo-accédant qui achète un appartement, mettons, à Paris, et en fait, aujourd'hui, en France, par exemple, vous avez une capacité d'emprunt qui est limitée par vos revenus. Donc, vous avez des revenus. Votre banquier vous dit, vous ne pouvez pas vous endetter à plus de 30% de vos revenus. Et donc ça vous donne un montant que vous êtes capable de rembourser tous les mois. Mais à ISO montant, si les taux montent, eh bien, votre capacité d'emprunt, elle baisse. Et donc ça, c'est plutôt une pression à la baisse pour des petits appartements, et en tout cas pour les primo-accédants qui vont avoir moins de pouvoir d'achat, étant donné cette hausse des taux. Quand on comprend qu'il n'y a pas un immobilier, comme dit un excellent gérant de Sofidy, Laurent Saint-Aubin, que je cite, il vient nous voir régulièrement, c'est lui qui me sort cette phrase, il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers, justement. Quand on est dans une logique d'investissement, enfin dans la logique de l'épargnant, qu'est-ce qui vous paraît approprié comme type d'investissement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut émettre comme conseil, même peut-être stratégique? À quoi on fait attention quand on regarde une SCPI et quand on regarde les grandes classes d'actifs immobilières aujourd'hui, en fonction de son profil, toujours? Je ne peux aller que dans le sens de Laurent Saint-Aubin, qui a raison, il y a plusieurs immobiliers. Alors, il y a les taux, puis il y a aussi l'inflation, pour rajouter à la complexité de la démonstration. Et quel est l'immobilier qui gagne en ce moment dans cette phase un peu compliquée? Bon, comme je vous l'ai dit, on est assez peu endetté, donc en fait, on est assez peu impacté par les taux d'intérêt. En revanche, l'inflation, ce qui est intéressant dans la classe d'actifs immobiliers tertiaires, donc j'ai envie de dire l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial, si vous avez un bon immobilier de bureau et un bon immobilier commercial, et ça on peut revenir sur quel est un bon immobilier de bureau, un bon immobilier de bureau par exemple, eh bien vous avez des loyers qui sont indexés à l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va regarder tous les trimestres quel est le taux d'inflation, et on va appliquer. Alors évidemment, il y a des petits calculs compliqués, mais ça revient à ça. On va l'appliquer sur le loyer. Donc le loyer va monter au gré de l'inflation. Et donc c'est pour ça que c'est une classe d'actifs qui est quand même assez intéressante et qui protège en fait de cette inflation par ces montées des taux. Alors ça
ça fonctionne bien sur les loyers, mais il y a un moment, le bail, il arrive à son terme. Donc le vrai sujet, c'est est-ce que vous êtes capable de propager cette hausse de loyer que vous avez passée à votre locataire le temps du bail. Et donc c'est là où il est important d'avoir un immobilier de qualité, bien placé. Et on revient au même sujet qu'on a sur les actions, c'est le pouvoir d'achat. Enfin, le pricing power. Pricing power. Oui. Pricing power. Bien sûr. Et si vous avez un immobilier à pricing power, c'est-à-dire un immobilier bien placé dans le centre de Paris, dans les grandes métropoles européennes, ou en France, à Bordeaux, à Lyon, eh bien c'est vous qui avez ce pricing power et donc vous arrivez à faire ça. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, dans cette configuration un petit peu désagréable qui est cette inflation et cette hausse des taux, avoir de l'immobilier tertiaire bien placé, moi je pense que c'est fait partie de l'immobilier qui gagne aujourd'hui. Et donc le bon immobilier tertiaire, c'est toujours l'emplacement, ou est-ce que ça évolue aussi, ou est-ce que les qualités, les caractéristiques d'un bon immobilier de bureau ou commercial, est-ce qu'elles évoluent aussi, notamment à travers la crise pandémique Eh bien, j'ai envie de dire non. Pas vraiment. Que c'est toujours l'emplacement, puisque c'est grâce à l'emplacement que vous avez ce portfolio power et que vous avez tous ces mécanismes qui font qu'on arrive à transmettre l'inflation. Et peut-être un dernier point, vous savez, quand vous avez une hausse des taux et si vous anticipez encore une hausse des taux, finalement, vous savez qu'il ne faut pas acheter d'obligations à taux fixe dans ces cas-là. En revanche, à titre pour des particuliers, s'endetter à taux fixe encore à 15 ans ou plus pour acheter ce type d'immobilier, si vous en avez le profil de risque, ça peut être intéressant parce que là, vous êtes la pose inverse, vous profitez de la hausse des taux dans l'autre sens que vous endettez. Oui. Voilà. On lock un niveau de coût de financement qui reste encore, on le rappelle, là aussi, avec l'inflation, les taux de financement restent en réel négatifs aujourd'hui. Parlez-en à nos parents, je pense qu'ils considèrent que les taux sont encore assez bas. C'était quoi, du 10%, c'est ça, pour nos parents, grosso modo? Merci beaucoup, Guillaume. Merci d'être venu nous éclairer sur la logique autour de la dynamique de l'immobilier en tant que classe d'actifs, avec des flux quand même qui sont en soutien aujourd'hui, malgré les vents contraires de la remontée des rendements obligataires. Guillaume Arnaud, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ce soir, le président du directoire de Sofidy. Merci.